Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. La Star Adventurer GTI est arrivée et comme vous le savez, elle m'a été prêtée pendant 2 semaines et donc j'ai pu la tester vraiment en détail. J'avais tellement de rush que j'en suis résolu à vous faire 3 épisodes. Alors moi j'ai retrouvé mon AZ GTI, mais aujourd'hui je vous propose justement de parler des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts de la Star Adventurer GTI. Il y a quand même pas mal de choses à dire, des très bonnes choses, des petits défauts quand même. Je pense que c'est important d'en parler et vous allez voir. C'est quand même assez intéressant. Sachez que j'en ai déjà informé Skywatcher en espérant, bien évidemment, des petites corrections. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et en tout cas, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc la Star Adventurer GTI, les qualités et les défauts, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vous propose de voir maintenant ensemble un petit peu les points positifs, les points négatifs de cette monture. Il y a beaucoup de points positifs, c'est clair. Elle se base sur une motorisation qui sont des servomoteurs à courant continu a priori, avec ensuite finalement une relecture de la vitesse d'arbre en sortie, ce qui nous permet de savoir de combien elle a commandé le déplacement. Si jamais il y avait un effort supplémentaire à fournir, et on augmenterait la tension. Donc il y a en fait un système asservi, mais avec des moteurs à courant continu. On n'est pas sur des moteurs pas à pas comme on a sur les EQ6 où on entend voilà, ce sont des moteurs à courant continu et a priori c'est à peu près la même base que ce qu'on a sur la ZGTI. On retrouve d'ailleurs le serrage annulaire en ascension droite et ensuite le serrage là, je sais pas trop comment ça s'appelle, la couronne peut-être en déclinaison. On retrouve une queue d'aronde Vixen. Ça, à ce niveau-là, pas de problème. Le viseur polaire de la Star Adventurer classique, on le retrouve. C'est un immense plaisir. Et surtout, justement, là, le viseur polaire rétro-éclairé, commandé par l'application SynScan, c'est bien, parce qu'on n'a pas le bidule à remettre par-dessus, etc. Au moins, tout est embarqué dans la monture. Sincèrement, ça c'est bien. On était vraiment sur du bricolage avec la Star Adventurer classique. Super bon point. La connectique, super bon point également, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est absolument génial, très sincèrement, nickel. Le réglage en déclinaison, je le trouve très bon aussi, très précis. On a une graduation, on va dire qu'on va travailler au moins au quart de degré, simplement rien qu'avec le petit témoin. On était plutôt à 2 degrés près avec les précédentes. Les graduations étaient de 2 en 2, les grosses graduations étaient de 15 en 15, je crois. Enfin, c'était assez insupportable à utiliser. Là, on sent qu'on a quelque chose de bien. Les 2 vis de blocage, on sent qu'on a quelque chose de robuste, c'est très appréciable. Le réglage en azimut, les 2 vis là nous permettent un réglage qui est précis, qui est fin. On n'a pas cette espèce de contre-retour qu'on avait sur la base des Star Adventurer classiques et des AZ GTI. Là aussi, point positif. Le contrepoids est d'un bon dimensionnement. Point positif également, la barre elle est robuste, là aussi il n'y aura pas de jeu et on va pouvoir du coup embarquer correctement sa masse utile. Là, telle que vous la voyez, ma lunette elle fait exactement 3 kg. J'ai essayé simplement, alors en la mettant à l'horizontale, en me posant un poids de 2 kg, donc pour l'amener à 5 kg exact, même avec le contrepoids tiré au maximum, on était encore un peu limite. Il faudra peut-être rajouter un petit poids supplémentaire, voilà, peut-être un deuxième poids en rapprochant, etc. Mais bon, en toute logique, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux parce que la Star Adventurer classique ou la ZGTI, même avec cette configuration-là, il me fallait mettre 2 contrepoids de 1,5 kg. Donc là aussi, point positif, un vrai contrepoids, une vraie base. Et on a quelque chose qui respire quand même la robustesse au niveau mécanique pour l'ensemble de la monture. Donc beaucoup de points positifs. Au niveau des performances, là aussi très positif. Avec cette caméra, la Z1600, les photosites font 1,8 micromètres. On se retrouve donc avec un échantillonnage de 2,8 secondes d'arc par photosite, par pixel sur l'image. C'est une caméra monochrome, donc photosite égale pixel. Là-dessus, je l'ai utilisé donc en visuel assisté depuis la maison, après avoir fait un alignement 2 étoiles. J'ai fait une mise en station propre au niveau de l'horizontalité, alignement 2 étoiles, et je l'ai utilisé en visuel assisté sans autoguidage. Le point extrêmement positif, c'est que je n'ai eu que des étoiles rondes. J'ai jamais eu des étoiles filées. Absolument impeccable. J'avais une très légère dérive vers le nord, du fait simplement d'une mise en station pas strictement parfaite.
En alignement 2 étoiles, c'est un petit peu difficile. Donc alignement 2 étoiles, puis ensuite mise en station avec les commandes, enfin les indications données par SceneScan qui pointe une étoile, qui nous dit corriger en déclinaison, corriger en azimut. Donc sincèrement, les performances, elles sont là. Je vous affiche un petit tableau où j'ai repris cet échantillonnage de 2,8 secondes d'arc. Et ensuite se poser la question, en fonction de la taille des photosites de votre imageur, jusqu'à combien de focales on pourrait arriver pour obtenir des étoiles rondes sur des pauses de 30 secondes. C'est important de le préciser, des pauses de 30 secondes sans autoguidage. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'avec un Sony A7S, donc des photosites de 8,4 micromètres, on pourrait travailler à 600 mm de focale sur cette monture. On avait coutume de dire que les Star Adventurer classiques étaient à 300 mm. Alors je referai des tests avec la ZGTI, la Star Adventurer classique. Mais ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve qu'elle est quand même vraiment cohérente en termes de caractéristiques. C'est-à-dire même si vous utilisez une caméra avec des photosites assez petits, là donc je suis à 3,8, mais on pourrait descendre à 3,15, voire même à 2,8, et ben on s'en sortirait quand même pas mal. Après, il faut jouer sur la focale, mais elle est vraiment sérieuse. Avec de l'autoguidage, on peut aller encore plus loin et surtout allonger les temps de pause. En fait, sur 30 secondes, j'ai des étoiles parfaitement rondes, mais si on fait la succession des images un petit peu dans le temps, on voit qu'on a une petite oscillation finalement de notre étoile. C'est totalement normal, c'est ce qu'on appelle l'erreur périodique, on s'y attend, toutes les montures ont ça. Mais donc si vous voulez avoir des pauses avec cet échantillonnage-là, des pauses de... si vous voulez des pauses de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, si vous voulez faire vraiment un travail sur le ciel profond avec éventuellement une roue à filtre ou des filtres voilà, en bande étroite et des caméras comme ça, et bien là il va falloir passer sur de l'autoguidage, et ce qui est bien c'est que vous avez toute la connectique pour pouvoir le faire. Donc sincèrement, en termes de performance, elle est vraiment bien, elle tient ses promesses. Au niveau volume, au niveau poids, je trouve qu'elle est bien. Bon, on note quand même qu'on a tout un ensemble là qui fait 12 kg sans l'instrument. Faut être honnête, mais c'est quelque chose de cohérent et de normal si on veut quelque chose de stable. Après, là où il faut chercher à économiser, c'est éventuellement à ne pas prendre ce trépied. Et personnellement, j'en suis pas extrêmement fan. Et donc, sans transition, on va parler un petit peu des points je n'aime pas de cet ensemble. Il y en a quand même quelques-uns. Et ben, le premier, c'est justement le trépied. Donc, c'est un trépied qui existait déjà chez Skywatcher et qui a du jeu. Et il a du jeu au niveau de la fixation en fait des tubes. Et il a du jeu, on a du jeu quand même en azimut ici au niveau de la base. Alors c'est pas toujours évident à voir, mais il y a du jeu là. Alors que mes vis là, elles sont bien serrées, j'ai du jeu ici. Et le problème c'est que ça va faire dévier notre mise en station. Ce que j'ai pu constater, j'ai fait le même test avec les trépieds d'origine sur ma Star Adventurer classique et sur mon AZ GTI qui pourtant sont censées être moins bonnes. Et en fait, celle-là est 13 fois moins bonne que ma Star Adventurer classique. En fait, c'est ça, vous pointez vers le sud par exemple, vous avez fait vos réglages et tout ça, vous touchez au niveau de votre appareil photo, au niveau de la caméra, etc. Alors on peut le faire en touchant un petit peu sur le contrepoids, et vous voyez, on voit quand même assez nettement, et pourtant là je peux vous dire, je ne tire pas fort et je ne pousse pas fort. Hein. C'est simplement qu'il y a du jeu, et en fait ça ne revient pas à sa place d'origine. Et là il y a une petite différence, c'est-à-dire que vous prenez les trépieds d'origine et puis les basses classiques, ça vibrait beaucoup, et ça vibre un petit peu longtemps. Par contre, ça revient bien en place. Là, c'est vraiment un jeu qui ne revient pas. Alors pourquoi? Parce que là, on comprend qu'on est une espèce de pivot. Et en fait, il y a du jeu au niveau de ce pivot. Et puis au niveau de la croisée du trépied, c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça dommage, quand on fait une belle monture comme ça, de la vendre avec ce trépied-là, qui pour moi n'est pas à la hauteur. Très très clairement. On est sur un trépied pour faire du visuel, pour des débutants. On n'est pas un trépied pour faire vraiment de la vraie astrophotographie. En fait, ce jeu, c'est simple. En fait, il provient là. Là, il y a un petit jour là à chaque fois. En fait, c'est la façon dont est fait le tube, il est contraint véritablement là, mais il n'est pas contraint selon cet axe-là. Or, c'est ça le problème. Alors que le tube, selon cet axe-là, il aurait de toute façon été contraint par simplement l'écartement des pieds. Donc ça, c'est un truc que je trouve assez dommage. Bon, cette petite truc-là, franchement, pour moi, c'est très très cheap. J'en ai déjà cassé sur un de mes trépieds. Et puis là, cette vis-là, bon, c'est assez cheap. Et l'autre axe finalement de jeu, il se situe ici. Alors il n'est pas évident à voir.
il y a du jeu là. Sincèrement, voilà. Ça, pour moi, c'est un grand point négatif, là, avec la petite couronne donc, du trépied qui ne tient pas. C'est-à-dire que sur le trépied, vous avez une couronne en caoutchouc, et cette couronne, elle se décolle tout de suite. Donc c'est vraiment dommage. Autant sur la colonne, vous avez un truc clipsé intégré dedans. Là, c'est pas clipsé, c'est juste collé et ça tient pas bien. Autre petit défaut à dire, c'est ce petit capuchon qui provient de la Star Adventurer classique. Alors il tenait pas trop mal, franchement, sincèrement, sur ma Star Adventurer classique. Par contre, sur la Star Adventurer GTI, eh bien, il m'a suffi de soulever les câbles et il est tombé tout seul. Sincèrement, ça aurait pas été forcément la mort de refaire un moule pour refaire un cache un peu mieux fichu, avec une bonne fixation et tout ça. Je trouve ça un tout petit peu dommage pour une monture de cette qualité et de ce prix. Ce petit capuchon, c'est celui de la Star Adventurer classique. On y voit d'ailleurs cette découpe qui servait à regarder des graduations. Et il tient pas bien. Donc moi je trouve ça hyper dommage parce que la monture était super bien partie. Alors, une petite chose importante à dire concernant donc notre Star Adventurer GTI par rapport à la ZGTI, eh bien il y a une chose qui est importante. Quand vous utilisez votre monture, eh bien en fait vous vous attaquez finalement typiquement de l'est au sud, et ensuite vous allez avoir un retournement de méridien à faire pour ensuite continuer vers l'ouest. C'est une opération qui est obligatoire sur la Star Adventurer GTI et qui ne l'est pas sur la ZGTI, en tout cas pas toujours. Et la raison en fait elle est simple. Vous avez compris que la connectique se trouvait sur le bâti, sur la base de la monture, et donc vous avez cet axe de rotation qui est l'axe de rotation en ascension droite. Conséquence, les câbles passent à travers cet axe-là. Et si on se mettait à faire un petit peu l'hélicoptère avec l'ensemble, eh bien on finirait par tordre les câbles dans tous les sens et les arracher. Sur la ZGTI, on n'a pas le problème. Pourquoi? Parce que la connectique et l'électronique se trouvent dans la partie centrale et non pas sur la base. Donc ça, c'est quand même une petite force intéressante de la ZGTI, à savoir que si vous voulez suivre, par exemple, le Soleil, ou par exemple un transit d'exoplanète pendant une longue durée, et commencer vraiment à l'est pour aller terminer à l'ouest, sur la ZGTI, vous n'êtes pas obligé de faire un retournement de méridien. Notez d'ailleurs un truc hyper important, la ZGTI, c'était une bidouille que de pouvoir l'utiliser en équatorial. Ce qui veut dire qu'en fait, elle ne déclenche pas toute seule un retournement de méridien, c'est à vous de surveiller la monture et de le faire. Par contre, si vous lui demandez un go-to sur une cible, paf, elle va le faire toute seule en fonction de la bonne décision à prendre. La Star Adventurer GTI, par contre, le fait toute seule et sans crier gare. Et là, c'est une très bonne chose parce qu'à la limite, c'est une sécurité pour éviter de buter et de tout endommager. Par contre, j'aurais bien aimé, parce qu'elle le sait, qu'elle nous indique un time-out pour nous indiquer, attention, retournement de méridien dans 5 minutes, dans 4 minutes, 3 minutes, machin, et un décompte qui nous permette de forcer. Pourquoi? Parce que si par exemple vous photographiez le soleil toutes les minutes, et il peut y avoir des phénomènes hyper intéressants sur le soleil et à photographier régulièrement. Si vous photographiez un transit d'exoplanète, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation de devoir faire le retournement méridien en plein milieu d'une capture. Donc ça, c'est un petit défaut qui personnellement... voilà, au minimum, une évolution de SceneScanApp et de la raquette SceneScan pourrait être vraiment bien pour pouvoir se permettre ceci. Je ne sais pas si dans l'application SceneScanApp, on a remarqué une chose, c'est qu'on avait un peu plus de latitude en fait avant et après le retournement de méridien. Donc sur la Star Adventurer GTI. Alors quand on a une caméra ça va, mais quand on a un appareil photo on le sent vraiment très vite avec celle-là, et encore pire avec la Star Adventurer classique. Ça pourrait être bien de faire comme sur certaines montures type Astrophysics par exemple, de pouvoir dire mon retournement de méridien je le fais à moins 1 heure, plus 1 heure par rapport au méridien. Ça pourrait être assez intéressant. L'autre point négatif, alors il ne se situe pas au niveau du réglage en latitude. Oui, paradoxalement, parce qu'en fait il y a du jeu, mais c'est normal en fait. C'est pour éviter de jouer sur la vis sans fin. Donc ça, pour moi, pas de point négatif. Non, l'autre point négatif, alors il y a ces vis-là qui auraient pu être plus optimisées, un peu plus rentrées, tout ça. Bon, normalement, vous n'allez pas être en train de bloquer un appareil photo numérique dessus, mais bon, ça fait un peu cheap, vous voyez, quand elles sont desserrées, elles ballottent quand même pas mal. Je trouve ça dommage. Maintenant, c'est peut-être voulu aussi pour qu'elles puissent travailler de façon bien orthogonale avec le petit ergot à l'intérieur.
Je trouve ça un petit peu dommage, puis elles sont un petit peu longues, mais c'est pas très grave. Non, le point négatif, en fait, pour moi, le pire de cette monture, il se situe au niveau de son alimentation. Parce que pour moi, ça, c'est un défaut de jeunesse, si vous voulez, la question du jeu qu'il y a là, ça pourra se régler. Je l'ai remonté au petit Counter Linden et ils vont contacter Skywatcher. Non, le point négatif, regardez, alors on va retirer toutes les connexions pour aller accéder justement sur le boîtier d'alimentation. Donc, le boîtier d'alimentation, ici, eh bien, vous avez cette petite vis que vous risquez de perdre sur le terrain. C'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré un ergot qui se slide mais qui ne se barre pas. Vous avez ce petit logement de protection bon, qui est en plastique blanc. Alors, bon, c'est peut-être cassant, mais point positif, c'est blanc. C'est-à-dire que quand vous faites du solaire, j'aime pas avoir des pièces noires. Le pôle Nord est là, donc en fait là, vous êtes exposé plein sud. Et donc là, vous êtes en plein sur le soleil. Donc c'est bien de l'avoir fait en blanc quand même. Non, le point négatif, c'est ça, c'est les batteries. Ces blocs de piles là, alors bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut les retirer, voilà, les manipuler. Le gros défaut de ce truc-là, c'est que c'est has-been. On est au 21e siècle avec des enjeux au niveau de la préservation de notre planète qui sont importants. Encourager les gens à encore utiliser des piles 1,5 volts standard à usage unique, pour moi, c'est complètement du passé. Utiliser les piles rechargeables, le gros problème, et je le vois très bien sur la ZGTI, ces piles rechargeables 1,5 volts mettent un temps monstrueux à se recharger. Et en plus de ça, elles restent pas longtemps à 1,5 volts, elles vont très vite tomber à 1,2 volts. Et là, à un moment donné, l'électronique, elle va plus démarrer. Donc en fait, l'autonomie sur pile d'une AZ GTI est pas bonne. On est sur une motorisation qui, à mon avis, est très très proche de celle de la Z GTI, si ce n'est identique. Donc du coup, l'autonomie n'a pas de raison d'être vraiment supérieure. Et donc en fait, avoir des piles rechargeables là-dedans, ça veut dire avoir au moins 2 sets. Moi, j'aurais bien aimé avoir en fait des blocs batterie. Ça pourrait se normaliser avec un vrai bloc batterie rechargeable, tout ça. Et en fait, quand vous vous connectez en 12 volts, et le machin il est en train de se recharger. Donc en fait, vous êtes chez vous par exemple en poste fixe, alimenté par le secteur entre guillemets. Et bien là, à ce moment-là, vous êtes en train de recharger votre batterie nomade. Pour moi, ça aurait été ça la logique. Sincèrement, je ne m'explique pas ce choix-là. Je le trouve très très regrettable pour cet argument-là. Après, le petit boîtier, vous voyez, bon, le petit couvercle, il est un peu cheap. Voilà, c'est un petit peu dommage. Un truc que je ne sais pas, c'est que quand vous l'alimentez par le 12 volts, savoir est-ce que, enfin extérieur, est-ce qu'on est aussi en train de tirer sur les piles ou pas en même temps, j'en sais rien. Voilà, voilà. Pour moi, c'est les deux points négatifs de cette monture. L'autre point négatif, c'est la stabilité au niveau logiciel. J'ai remarqué quand on fait du solaire, vous savez, on fait des petits ajustements pour bien centrer notre soleil, machin, etc. Et il y a eu plusieurs fois où boum, elle se met à partir à toute vitesse, à aller se bloquer sur la butée, etc. Comme ça, sans crier gare. Et elle plante complètement. C'est-à-dire l'application SceneScan plante, alors on la tue dans Windows, on la relance, même si on est connecté en filaire, que ce soit en direct ou que ce soit via le hub de la caméra, même si on est connecté en Wi-Fi, l'application plante. Et en fait, la monture, là, on a que d'une seule possibilité, c'est d'en couper l'alimentation. Donc c'est un peu dommage parce que vous avez fait un alignement 3 étoiles, vous allez devoir le refaire. Donc pour moi, là, il y a un petit problème au niveau de la stabilité informatique. Et c'est voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le seul défaut. Sinon, elle est top. Dans l'application SceneScan, et mais ça va concerner toutes les montures de Skywatcher, je ne m'explique pas au 21e siècle, pour une application smartphone, qu'il n'y a pas une vraie relation avec une application comme Sky Safari, par exemple, dans le sens où on peut, effectivement, en lançant SceneScan Pro, puis ensuite en lançant Sky Safari, machin, tout ça, mais en fait, si vous avez des petits décalages, et en fait, quand vous avez visé une cible, ensuite vous avez corrigé, ensuite vous avez dit « Ok, je suis sur cette cible », et bien en fait, Sky Safari n'a pas l'info. Donc quand vous allez vouloir, dans Sky Safari, viser une autre cible, vous allez retrouver le décalage et tout ça, ça va être un peu galère. J'ai pas l'impression, je sais pas vous dire si ça a été corrigé ou pas, mais pour moi, ça, il y a un truc que je ne comprends pas, et notamment pour l'alignement 3 étoiles, quand vous êtes sur un balcon, que vous avez juste une portion du ciel qui est visible, l'autre qui ne l'est pas, il n'y a pas de moyen de pouvoir lui dire, bah ok, toutes ces étoiles-là, tu les oublies, parce que tous ces azimuts-là, je peux pas les viser. Et puis en fait, on lui vise, par exemple, Arcturus, ou
Alors Antares, il ne me la propose pas. Pourtant, elle était visible de chez moi. Elle était basse, et j'avais mis la limite haute à 0, enfin la limite basse à 0. Mais ouais, il y a des étoiles qui ne proposent pas. Bon, ok, dont acte. Mais ceci dit, enfin, il y a des fois où je ne peux pas viser d'un côté voilà, Vega, Altaïr, Arcturus et dans la Grande Ourse et tout ça. Donc il nous propose en fait dans le choix des étoiles un truc qui est un petit peu incompatible avec si vous voulez, l'alignement 3 étoiles, on n'en a presque pas besoin, presque. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Presque pas besoin quand on a fait une mise en station par viseur polaire. Normalement, si la mise en station par viseur polaire est vraiment très bien faite, un alignement 1 étoile suffit. Le 3 étoiles, pour moi, il est vraiment très utile quand on n'a pas accès à la polaire pour ensuite pouvoir faire un alignement justement par l'application SceneScan et avec les consignes qu'il va nous donner. Mais si on n'a pas accès à la totalité de la voûte céleste, et notamment si on n'a pas accès au nord pour faire la mise en station, voilà, le serpent se mord un peu la queue. Et pour moi, là, il y a un axe de progrès aussi à avoir au niveau de l'application SceneScan. Sinon, pour le reste, elle est top. Le résultat, elle a très peu de backlash en déclinaison, beaucoup moins que sur mon AZ GTI, qui est peut-être vieillissante, qui a peut-être besoin d'être réglée, tout ça. Mais en tout cas, en solaire, où on charge énormément l'arrière de ma lunette, et ben, c'est nickel. Je ne l'ai pas utilisée par grand vent, mais je pense que ça va bien. Elle est compacte et tout ça, elle a tout pour plaire. Mais donc, il y a ces petits défauts de jeunesse à régler. Est-ce que je vais franchir le pas? Clairement, je serais bien tenté de franchir le pas. Par contre, je louche sur la grande sœur de la 61 EDPH, qui est la 94 EDPH, qui, elle, fait 4,3 kg. Simplement, si on commence à rajouter de trucs machin, on va se retrouver à 5,5 kg. Donc, on est au-delà de sa capacité. Il faudrait rajouter le deuxième contrepoids, etc. Je pense que c'est un peu limite, et donc je recherche une monture qui soit un peu plus conséquente. J'aurais aimé qu'elle puisse monter à 6 voire 7 kg, et là, pour moi, elle aurait été la monture rêvée pour le nomadisme. Voilà un petit peu la conclusion que je peux vous donner. Les photos que j'ai faites, je vais vous les montrer. Elles sont franchement très sympas. M8 en visuel assisté, puis ensuite avec des dark flat offset. M27, ça passe très bien aussi. Je peux vous montrer aussi M13, la marque des Hercule. Je peux vous montrer, qu'est-ce que j'avais fait d'autre encore avec cette petite cocotte. J'avais fait les dentelles du cygne. J'avais fait aussi l'Amérique du Nord et le Pélican. Et ça, les dentelles et l'Amérique du Nord, je les avais faites à 20 km de Paris. Hein. Donc franchement, on s'en sort plutôt pas trop mal. Et j'ai même tenté Helix, voilà, plus les photos solaires que j'ai faites. Donc les résultats sont très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur cette monture. Sincèrement, une chouette monture, des petits défauts de jeunesse, en espérant que Skywatcher viendra les corriger. Et sinon, roulez jeunesse. Allez, je vous remercie de votre attention. Vous avez des liens dans la description. Voilà, cet épisode n'était absolument pas sponsorisé, mais vous avez des liens dans la description sur 2 magasins sur lesquels je pourrais toucher une petite commission si vous avez envie de me soutenir. Voilà, si le cœur vous en dit, en espérant que ça fonctionne bien. Mettez quand même un petit message quand même en disant que vous arrivez par mois. Et notamment, voilà, si vous êtes sur AstroShop, précisez bien que vous utilisez le Affiliate ID, donc la chaîne Astro, parce que quelquefois ça ne marche pas très bien. Voilà. Allez, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et je vous dis surtout bientôt des épisodes pour pouvoir savoir faire le réglage de l'alignement du chercheur polaire, pour savoir faire la mise en station avec le chercheur polaire, pour savoir déjà y trouver la polaire aussi, pour pouvoir faire l'alignement en méthode sans chercheur polaire aussi, mais c'est plutôt pour la ZGTI, et aussi pour pouvoir faire l'alignement sans avoir la polaire, mais avec l'application SceneScan. Voilà, tout plein d'épisodes qui sont en cours d'écriture et qui vont arriver bientôt sur la chaîne Astro. Et puis tout ça, vous les retrouverez dans les tutoriels sur les montures équatoriales. Voilà, et donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous rendre dans les playlists. Vous avez des tonnes de formations complètement gratos sur la chaîne. Et voilà, j'espère qu'avec ça, vous pourrez vous lancer encore mieux dans l'astronomie. En tout cas, cette monture, elle est top. Allez, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.